Nordal Lelandais, un nom qui pendant plusieurs années a occupé les unes des journaux, bouleversé la France et marqué durablement l'histoire criminelle du pays. Condamné pour 2 meurtres et incarcéré depuis, une question continue de se poser. A-t-il fait d'autres victimes? On se retrouve juste après ça. Nordal Lelandais est aujourd'hui associé à 2 affaires criminelles qui ont marqué l'opinion publique française. Malheureusement, je pense qu'en effet, vous êtes au courant de ces 2 affaires. On parle du meurtre du caporal Arthur Noyer en 2017 et l'enlèvement suivi du meurtre de la jeune Maëlys de Araujo quelques mois plus tard. Condamné à 20 ans de réclusion criminelle dans le premier dossier, puis à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans dans le second, il est désormais incarcéré depuis plusieurs années. Si les procédures judiciaires concernant ces 2 affaires sont aujourd'hui terminées, certaines questions continuent néanmoins de se poser concernant la véritable étendue de son parcours criminel. Dès son arrestation, les enquêteurs ont en effet cherché à déterminer si Nordal Lelandais pouvait être impliqué dans d'autres disparitions ou d'autres faits non élucidés survenus dans les régions qu'il fréquentait régulièrement. Plusieurs dossiers ont alors été réexaminés et comparés à ses déplacements, à ses habitudes de vie et à son profil criminel. Mais ces vérifications à ce jour n'ont permis d'établir aucun lien entre tous les dossiers qui ont été examinés et également ceux dont je vais vous parler dans cette vidéo et Nordal Lelandais. Cependant, certaines disparitions et certaines morts étranges et suspectes continuent aujourd'hui d'interroger, notamment en raison de leur proximité géographique, de leur chronologie, mais aussi des circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur 4 affaires, disparitions et morts suspectes qui, à un moment ou à un autre, ont été rapprochées du nom de Nordal Lelandais, ou même examinées dans le cadre des investigations menées autour de lui et de son parcours criminel. Ce sont des affaires qui sont aujourd'hui malheureusement largement absentes des actualités et des médias, mais dont les zones d'ombre demeurent entières. Avant de parler de ces dossiers, j'aimerais tout d'abord évidemment parler un petit peu du parcours de Nordal Lelandais. C'est important pour avoir les circonstances minimum pour comprendre pourquoi on se pose des questions sur les dossiers que je vais exposer dans cette vidéo, mais aussi parler des autres victimes connues aujourd'hui de Nordal Lelandais. Nordal Lelandais, que je vais appeler Lelandais pour le reste de cette vidéo, c'est un homme qui aujourd'hui est âgé de 43 ans. Il a passé au total 5 ans dans l'armée. Il s'était engagé en 2002, alors qu'il était âgé de 19 ans. Il a également brièvement travaillé comme maître chien au 132e bataillon cynophile de l'armée de terre à Suippes, dans la Marne. Sa carrière militaire s'arrête en 2007, lorsqu'il est réformé P4, ce qui correspond souvent à des troubles psychologiques, mais selon certains médias, la consommation de drogue pourrait également en être la cause. Les bergers malinois dont il s'occupait à ce moment-là lui sont alors laissés. Il retourne sur Chambéry, où il a ensuite tenté de monter sa propre société d'élevage canin en février 2010. Mais cela ne fonctionne pas et il finit par travailler en intérim. Et on sait aussi qu'à côté de ça, même s'il n'a jamais été inquiété à ce moment-là pour cela, il faisait un petit peu de trafic de revente de stupéfiants. En février 2017, une double hernie discale l'oblige à se mettre en arrêt maladie et il retourne vivre chez ses parents à Domessin, en Isère. À ce moment-là de sa vie, Nordal Lelandais n'était pas inconnu des services de police. En effet, en avril 2009, il avait écopé d'une peine de prison d'un an ferme qu'il a purgé sous bracelet électronique, à cause en fait de son implication en 2008 dans un incendie d'un snack à Paladru en Isère. Il était aussi dans sa jeunesse connu pour des infractions sur les stupéfiants, mais sans plus. Le 11 avril 2017, le caporal Arthur Noyer disparaît après une soirée à Chambéry, en Savoie.
Le jeune homme fait partie du 13e bataillon des chasseurs alpins, basé à Barbie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle toujours le caporal Noyer ou le caporal Arthur Noyer. Pendant plusieurs mois, sa famille reste malheureusement sans nouvelles. L'enquête finit finalement par remonter jusqu'à Le Landais. À ce moment-là, il était âgé de 34 ans et c'est son portable qui va le trahir parce qu'en effet, il a été identifié que son portable bornait au même moment et en même temps que celui du caporal Arthur Noyer au moment de sa disparition. Finalement, malheureusement, ses restes seront retrouvés plusieurs mois après sa disparition. Son crâne en septembre 2017 près de Montmélian et le reste de ses ossements éparpillés en janvier 2018 à Cruet, au pied du massif des Bauges, à quelques centaines de mètres du lieu où le crâne avait été initialement trouvé. Interrogé dessus, même s'il va donner plusieurs versions au départ, le Landais va finalement reconnaître une bagarre avec le jeune homme. Il explique avoir porté des coups ayant entraîné sa chute mortelle, puis avoir embarqué le corps du jeune homme dans sa voiture et de s'être débarrassé de ce dernier. Une version dont il ne dérogera plus jamais, malgré de multiples auditions. En mai 2021, il est donc condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Au départ, le mobile sexuel a quand même été sérieusement envisagé par les enquêteurs, et d'ailleurs c'est un mobile qui a été soutenu par l'accusation dans ce procès. Toutefois, le Landais ne l'a jamais reconnu et il n'y a aucune preuve concrète de ce type de mobile-là dans cette affaire-là. Et c'est vrai, je me souviens qu'à une époque, on avait beaucoup évoqué le fait que le Landais utilisait des applications de rencontres pour homosexuels. Et c'est vrai qu'on peut donc se poser cette question et émettre cette hypothèse. Est-ce que Nordal Lelandais avait fait des avances au caporal Arthur Noyer ? Lui les avait refusées, et est-ce que derrière c'est pour ça qu'il se serait énervé et qu'il aurait frappé jusqu'au décès du jeune homme. Quelques mois auparavant, c'était une autre affaire qui avait déjà placé le nom de Nordal Lelandais au centre de l'actualité nationale. Effectivement, dans la nuit du 26 au 27 août 2017, lors d'un mariage organisé à Pont-de-Beauvoisin en Isère, la petite Maëlys de Araujo, âgée de 8 ans, disparaît. L'enquête révèle rapidement la présence de Nordal Lelandais sur les lieux et après plusieurs mois de dénégation, il finit par reconnaître avoir tué l'enfant, notamment parce que y avait des preuves irréfutables de la présence de la petite dans la voiture avec Nordal Lelandais, mais il refuse de s'expliquer sur les circonstances de la mort de la fillette. Il guidera les enquêteurs jusqu'au reste de la petite dans le massif de la Chartreuse, et donc tout comme pour le caporal Arthur Noyer, il avouera avoir déplacé le corps après lui avoir mis un coup qui l'aurait tué, et dans ce cas-ci qu'il aurait dissimulé dans ce secteur forestier. En février 2022, il est donc condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour le meurtre de la petite Maëlys. La justice n'a pas retenu le V, faute de preuves matérielles. En effet, l'état du corps n'a pas permis d'établir ou d'exclure formellement une agression S sur la petite Maëlys. En revanche, les magistrats ont souligné l'intérêt sexuel de Lelandais pour les enfants, sa consommation de contenu pédopornographique et des agressions commises sur d'autres mineurs. En effet, en 2025, il a d'ailleurs été de nouveau condamné à 1 an de prison pour une agression sexuelle commise en 2017 sur une petite cousine qui était âgée au moment des faits de 14 ans. Cette condamnation est devenue définitive après son procès en appel. Pendant ces procès, il y a beaucoup d'ex-compagnes de Nordal Lelandais qui ont été entendues, et à chaque fois, elles expliquaient, contrairement à ce que pouvait dire la famille de Lelandais, qu'il avait un tempérament très spécial, qui pouvait s'énerver très rapidement, qui pouvait même être violent et menaçant dans certains cas avec elle, ce qui appuie sur le comportement très inquiétant et dangereux du meurtrier. D'ailleurs, en 2025, alors qu'il purge déjà sa peine, il a également été condamné pour des violences exercées sur sa compagne lors d'un parloir en prison. Parce que oui, alors il s'est mis plusieurs fois en couple depuis qu'il était incarcéré, même il y a une première fois où lui et son ex-compagne, ils ont été condamnés parce que l'ex-compagne avait ramené de manière évidemment complètement interdite des téléphones portables pour qu'ils puissent échanger entre eux. Mais il y a eu une autre femme après ça, et cette femme, elle tombait enceinte de Nordal Lelandais alors qu'il était incarcéré, et aujourd'hui, elle est mère et lui il est père d'un petit garçon
de 2 ans. Et donc par rapport à ces violences-là, comment ça s'est passé? Tout simplement à un moment, alors qu'ils étaient en parloir, vous savez, c'est quand même filmé et ils ont pu voir que Nordal Lelandais avait l'air d'être violent avec sa compagne devant leur fils. Et alors elle va totalement nier ça en bloc. Elle va dire non, c'est pas vrai. Il m'apprenait à me défendre, donc c'était des gestes d'autodéfense qu'il voulait m'apprendre. C'est quand même assez fou, c'est quand même assez ironique parce que elle disait qu'elle voulait apparemment reprendre le jogging et que c'est pour ça qu'elle a dit fais attention, il y a des fous dehors. Alors que voilà, on est quand même sur Nordal Lelandais quoi. Mais bon, pourquoi pas. Donc du coup, ça a été interprété par tous ceux qui ont vu la vidéo et les gardiens de la prison comme étant de la violence. Et c'est pour ça qu'il va écoper d'1 an de prison ferme et de 3 ans d'interdiction d'entrer en relation avec son fils, qui a été témoin des violences. Il y a d'ailleurs, de son côté, un retrait de l'autorité parentale. Comme je vous le disais, sa compagne, elle ne se prétend pas du tout victime de Nordal Lelandais, et donc elle n'était pas présente à l'audience. Aujourd'hui, Nordal Lelandais est toujours incarcéré. Les circonstances des morts de Maëlys et d'Arthur restent partiellement inconnues, malgré les aveux du condamné, qui ne parle que s'il est mis en face de preuves irréfutables de sa culpabilité. Ce qui a été le cas pour Arthur, avec le bornage de leur deux téléphones en même temps, et pour Maëlys, où il y a carrément du sang de la petite qui a été retrouvée dans son coffre de voiture. Et puis il y a aussi des vidéos de caméra surveillance qui le voient avec la petite fille dans la voiture. Donc là, quand il est mis face à des éléments factuels et probables, là il va avouer. Sinon il n'avouera jamais. C'est pour ça que c'est très dur de pouvoir relier d'autres affaires non élucidées ou de disparitions ou de meurtres non élucidés avec ce meurtrier. Puisque il faut vraiment avoir un élément concret pour que derrière on en sache un petit peu plus de son côté en tout cas. Et c'est vraiment ça qui interpelle dans le parcours criminel de Lelandais. Le contraste entre les victimes connues. D'un côté, on a le caporal Arthur Noyer, qui est un jeune homme, qui est majeur, et de l'autre, on a une fillette qui est mineure, et puis tout le monde se dit c'est pas possible qu'en l'espace de quelques mois, il n'ait seulement fait que 2 victimes. On est potentiellement en face d'un tueur en série, il a potentiellement fait d'autres victimes et il faut absolument qu'on les retrouve. Et au fur et à mesure des investigations, les enquêteurs découvrent un individu qui menait une double vie, capable de mentir à de nombreuses reprises et dont les déplacements étaient parfois difficiles à retracer, dont le profil criminel aussi semble plus complexe qu'initialement envisagé. Et c'est face à ces questionnements et à cette interrogation que les autorités vont décider de réexaminer un grand nombre d'affaires non élucidées survenues dans les régions fréquentées par Nordal Lelandais, principalement en Auvergne-Rhône-Alpes, mais également dans des secteurs qu'il connaissait bien, comme notamment le Gard où résidaient certains de ses proches. En janvier 2018, la gendarmerie nationale met en place une cellule de coordination appelée Ariane. Alors je vous en ai très souvent parlé sur cette chaîne puisque j'ai parlé de beaucoup de dossiers qui étaient examinés dans le cadre de cette cellule Ariane. C'est une cellule qui était installée au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale et dont sa mission consistait à centraliser et analyser l'ensemble des dossiers susceptibles de présenter un lien avec le parcours de Lelandais. Près de 900 affaires non résolues sont alors examinées. Les enquêteurs croisent les dates de disparition, les lieux fréquentés par Lelandais, ses déplacements connus, ses véhicules, ses téléphones, ainsi que son environnement relationnel. Les spécialistes utilisent également le logiciel d'analyse criminelle Anacrime afin de reconstituer son parcours sur plusieurs années. Après un premier travail de tri, finalement, la cellule va sélectionner une 40aine de dossiers, identifiés comme nécessitant des vérifications plus approfondies. Il s'agit principalement de disparitions inquiétantes sur une durée qui pouvait commencer en 2009, notamment, je pense à un de mes dossiers que je traite au sein de l'association, donc le dossier de Rachid Ramesh, jusqu'en 2017. La grande majorité concerne donc des jeunes hommes ou des adolescents qui ont disparu. Parmi les affaires ayant retenu l'attention des enquêteurs, je vais vous parler de certains qui ont quand même été très souvent évoqués à cette époque-là dans les médias. On va commencer par les disparus du fort de Tamis. Je vous avais réalisé
une vidéo il y a vraiment très longtemps maintenant sur cette chaîne. Et aujourd'hui, ce sont, et ça c'est intéressant de le dire, des dossiers qui sont traités par le pôle Cold Case de Nanterre. Donc il s'agit de Jean-Christophe Morin et d'Ahmed Amadou, 2 festivaliers qui ont disparu au Fort du Tamier en Savoie, au même endroit, donc au même festival, mais à 1 an d'intervalle. Le premier en 2011 et le deuxième en 2012. Donc, il y en a un, on a retrouvé ses ossements, donc ceux d'Ahmed Amadou, et pour Jean-Christophe Morin, malheureusement, toujours aucune réponse pour la famille. Alors ce dossier, pourquoi est-ce qu'il suscite de l'intérêt? Eh bien tout simplement par rapport à la proximité géographique des lieux avec les lieux qu'avait l'habitude de fréquenter le Landais, également le profil des victimes, puis des vidéos du festival où on pourrait apercevoir potentiellement, moi je pense pas encore une fois, mais bon, Nordal Landais. En tout cas, c'est un dossier qui mérite d'obtenir des réponses. On parle d'un double disparition et au moins dedans une personne qui est décédée. Et oui, donc c'est bien que le dossier continue à être étudié à ce jour. On a également une disparition dont vous avez très souvent entendu parler sur plusieurs chaînes YouTube, notamment la mienne, la disparition d'Éric Forêt. Vous savez, c'était un père de famille qui avait disparu dans la Drôme en septembre 2016. Et alors pourquoi est-ce qu'on relie cette disparition à Nordal-Landais? Là, c'est parce qu'un membre de la famille d'Éric Forêt figure dans le carnet d'adresse de Nordal-Landais. C'est vrai que du coup, on peut se poser des questions. Bon, par contre, il n'y a aucun lien qui a été fait entre Nordal-Landais et la disparition d'Éric, qui, je vous le rappelle, a été malheureusement retrouvé décédé dans sa voiture en 2023. Et c'est à ce jour une mort suspecte qui n'a jamais encore été élucidée. En Savoie, les enquêteurs se penchent également sur la disparition d'une jeune femme, Lucie Roux. Lucie Roux, elle a disparu en 2012 et selon plusieurs témoignages, la jeune femme aurait côtoyé Nordal-Landais lors d'une hospitalisation dans le même établissement psychiatrique. Bon, on ne sait pas réellement finalement s'ils se sont fréquentés. Ce qui est sûr, c'est que Nordal-Landais connaissait ce centre hospitalier de Bassins et donc c'est vrai qu'on a pu faire un lien avec la disparition de Lucie et le fait que Nordal-Landais connaissait les lieux. Mais d'après mes souvenirs, on n'a pas pu établir qu'ils étaient hospitalisés en même temps ou encore même qu'ils se soient rencontrés à cette époque-là et qu'ils aient échangé. À nouveau, aucun élément matériel ne viendra prouver l'implication de Nordal-Landais dans la disparition de Lucie qui à ce jour reste inexpliquée. Enfin, plusieurs affaires concernant des hommes disparus ou retrouvés morts dans des circonstances mal établies font également l'objet de réexamen. Parmi elles figure notamment le dossier de Thomas Rochekolb dont nous reparlerons dans la suite de cette vidéo. Donc je vous le disais, malgré des centaines d'heures, qu'est-ce que je dis, des centaines, voire des milliers, je pense, d'heures de travail, d'une cellule spécialisée juste pour étudier de potentiels liens entre le parcours de Nordal-Landais et plein de dossiers de disparus ou de morts inexpliqués, il n'y a aucun élément pertinent, crédible, ne vient relier le Landais à tous ces dossiers. Et d'ailleurs, à ce jour, la cellule Ariane n'existe plus. Mais malgré tout ça, il y a quand même, encore aujourd'hui, et je le vois, beaucoup de personnes qui se posent des questions sur des dossiers précis. Donc je les appelle les dossiers oubliés, potentiellement reliés à Nordal-Landais, tout simplement parce que oui, il y a des facteurs géographiques, des facteurs de contexte, de présence de Nordal-Landais sur des lieux au moment des faits, tout ça qui effectivement font penser qu'il aurait pu être impliqué dans les affaires que je vais vous évoquer dans cette vidéo, mais je suis pas la seule, je peux discuter avec pas mal de journalistes qui eux aussi se posent pas mal de questions, notamment sur le dernier cas que je vais vous exposer dans cette vidéo-là. On va dire le plus flagrant, si je peux dire ça, parce que, attention, il n'y a aucune preuve qui relie le Landais à tous ces dossiers-là dont je vais vous parler. Je fais cette démarche surtout parce que je pense que c'est important de voir les liens qu'il peut y avoir entre différentes disparitions qui ne se font pas réellement au même moment, au même endroit, mais au final qui ont des liens quand même chronologiques, géographiques entre eux, et avec un facteur qui pourrait être commun, donc ce serait évidemment Nordal-Landais. Mais il n'y a aucun rendu de justice, aucune mise en examen de ce dernier dans tous ces dossiers. Je tiens quand même à être très claire là-dessus. C'est une réflexion personnelle que je vous partage aujourd'hui, qui a été alimentée par toutes les informations que j'ai pu obtenir depuis ces 5 dernières années
sur ces dossiers et sur le parcours criminel de Nordal Lelandais. Le premier dossier dont je vais vous parler, c'est la disparition et la mort d'un homme qui s'est déroulé en 2012. Ici, on va parler de Loïc Guérin, qui était un homme de 43 ans en 2012 et qui était atteint d'autisme. Il résidait au foyer de vie pour adultes autistes de Bellechambre, situé à Sainte-Marie-du-Mont, dans le massif de la Chartreuse, en Isère. Et le 22 septembre 2012, il disparaît de l'établissement. D'importants moyens de recherche sont rapidement mobilisés afin de le retrouver. Pendant plusieurs jours, les gendarmes, les équipes cynophiles et les secours ratissent le secteur. Malgré ces recherches intensives, aucune trace de Loïc Guérin n'est retrouvée. C'est seulement 3 semaines plus tard, soit le 13 octobre 2012, que son corps est finalement découvert au pied d'une barre rocheuse située à quelques centaines de mètres seulement du foyer. L'intervention nécessite même l'élitreillage du corps en raison de la difficulté d'accès du terrain. À l'issue des investigations et de l'autopsie réalisée quelques jours plus tard, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'une chute accidentelle. Selon leur conclusion, Loïc Guérin aurait quitté le foyer, emprunté un chemin forestier, puis chuté dans un secteur escarpé. Effectivement, à ce moment-là, l'affaire est malheureusement assez banale et commune et est rapidement considérée comme résolue. D'ailleurs, pendant près de 10 ans, il n'y a personne qui va remettre en cause cette version-là. Tout le monde malheureusement continue sa vie, on entend très peu parler de Loïc Guérin, seulement un petit article régional, même départemental, et je suis sûre que personne d'entre vous n'en avait entendu parler avant 2022. Alors pourquoi je vous parle de 2022 ? Alors, en 2022, l'ARPD, pour Association d'assistance et recherche de personnes disparues, pour laquelle je suis enquêtrice bénévole depuis plusieurs années maintenant, a reçu, donc à cette époque-là j'étais déjà à l'ARPD, a reçu donc une lettre d'un témoin. Dans cette lettre, je vais vous donner des informations précises sur cette lettre, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, mais dans cette lettre, il y avait juste un témoignage d'une personne qui disait avoir vécu une situation assez intéressante pour être notifiée auprès de Nordal Lelandais, mais aucun nom dans cette lettre, mis à part celui de Nordal Lelandais, n'était notifié. Donc selon le témoin, donc l'auteur, qui lui ne s'est pas présenté dans cette lettre, il affirme avoir fréquenté Nordal Lelandais au début des années 2010 et il se rappelle donc d'une scène qui se serait produite en 2012 dans le secteur de Saint-Hilaire du Touvet, à quelques kilomètres seulement du foyer où vivait Loïc Guérin. Dans cette lettre, l'homme explique qu'il circulait en voiture avec Nordal Lelandais, ou plutôt, comme il l'indiquait dans sa lettre, Nono, comme il le surnomme, lorsqu'il aurait croisé un individu qu'il décrit comme, je cite, bizarre, marchant au milieu de la route à proximité d'un foyer pour personnes handicapées. Toujours selon ce témoignage, Nordal Lelandais serait alors sorti du véhicule pour interpeller l'homme avant que celui-ci ne s'enfuit dans la forêt. L'auteur du courrier affirme ensuite que Lelandais aurait lâché les 3 chiens qui était avec eux dans la voiture, à sa poursuite. Le témoin raconte ne plus jamais avoir revu cet individu par la suite. Et la lettre est évidemment remise aux autorités, mais de son côté, en tout cas de leur côté, la présidence de l'ARPD à l'époque va faire des recherches en se disant peut-être qu'il y a une affaire dans ce coin-là qu'on peut relier avec ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a un homme qui n'a pas disparu, qui pourrait être cet individu bizarre, je cite, qui a été retrouvé, dont ce témoin parle. Il y a des recherches qui vont être réalisées en ce sens sur Internet et il y a un article datant de 2012 qui parle effectivement de cet homme retrouvé en bas d'une barre rocheuse qui est décédé et que ça a été conclu comme étant un accident. Les lieux correspondent, le temps correspond également, la chronologie correspond et surtout donc cet homme était décrit comme étant un individu bizarre et on peut se dire qu'il pensait par rapport à son physique quand il l'a écrit, au physique de Loïc Guérin, puisqu'effectivement on peut voir qu'il portait son handicap sur son physique. Donc c'est peut-être ce qui s'est dit quand ils l'ont aperçu. Mais ça nous laisse penser à quelque chose d'assez inquiétant, ce témoignage. Est-ce que Nordal Lelandais n'aurait pas fait à cette époque de la chasse à l'homme avec l'aide de ses chiens ? Nous avons à l'époque remis ce témoignage aux autorités
Le parquet de Grenoble a rapidement été mis au courant et c'est une hypothèse qui a intéressé la justice puisqu'en mai 2022, une enquête va officiellement être ouverte afin de vérifier les déclarations contenues dans le courrier et d'identifier son auteur. À ce jour, on n'a aucune preuve qui ne peut relier cette affaire de mort de Loïc Guérin à Nordal Lelandais. Puis d'ailleurs, dans le cadre de cette enquête, de ce qu'on sait en tout cas, on l'aurait su je pense avec les médias, surtout tout ce qui relie Nordal Lelandais est très médiatisé, qu'il n'y a pas eu de mise en examen concernant Nordal Lelandais dans ce dossier-là, ni d'éléments ou d'indices assez importants qui puissent amener l'enquête un peu plus loin. Donc à ce jour, je pense que ça n'a rien donné. Mais la version officielle qui est celle d'une mort accidentelle par une chute et celle hypothétique dont on vient de parler, où potentiellement Nordal Lelandais aurait lâché ses chiens qui lui auraient couru après, c'est pas incompatible. Il a très bien pu être coursé par des chiens et être tombé en essayant de s'enfuir. L'un n'empêche pas l'autre. Puis c'est quand même intéressant de noter que ce témoignage a assez été pris au sérieux pour qu'une enquête soit quand même ouverte en 2022 concernant cette mort qui avait été classée comme accidentelle en 2012 à l'époque. Le deuxième dossier dont je parle assez souvent quand je pense à l'implication de Lelandais dans d'autres affaires, c'est celui de la disparition et la mort de Lucas Tronche. Lucas Tronche, c'est un des dossiers de disparition qui m'avait le plus touchée. C'est le premier que j'ai traité de manière aussi intense sur ma chaîne YouTube, donc au tout début de ma chaîne. D'ailleurs, j'ai réalisé 2 vidéos à ce sujet que vous pouvez toujours retrouver, même si elles sont assez anciennes. Elles sont quand même très détaillées. Rappelez-vous, le 18 mars 2015, cet adolescent de 15 ans disparaît à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Ce jour-là, tout semble pourtant parfaitement normal. Lucas passe sa journée au lycée avant de rentrer chez lui à midi. Et en fin d'après-midi, il doit, avec son frère, se rendre à un entraînement de natation. Peu avant 17h10, son grand frère quitte le domicile pour prendre le bus et Lucas lui indique qu'il le rejoindra quelques minutes plus tard. D'ailleurs, son grand frère, quand il voit que son petit frère ne l'a pas rejoint pour prendre le bus et que le temps commence à passer, il va essayer de l'appeler sur son portable. Il va tomber sur sa messagerie puis il décide de partir tout seul à l'entraînement en se disant que son frère a voulu sécher la piscine. Voilà, il se pose pas plus de questions que ça. Et bon, vous le savez, donc il ne le rejoindra jamais, mais il ne sera aussi plus jamais revu par ses proches. En effet, lorsque sa mère revient au domicile après sa journée de travail, elle voit qu'il n'y a personne chez elle, mais bon, elle pense que Lucas est avec son grand frère à l'entraînement. Mais elle s'inquiète réellement quand elle voit que son plus grand garçon revient seul de l'entraînement, et là, tout de suite, l'inquiétude grandit et les autorités et les recherches commencent dès le soir de la disparition. Les premiers éléments sont troublants parce qu'en effet, alors lui quand il disparaît, il part en laissant pas mal d'affaires chez lui, donc tout ce qui est papier ou même des vêtements. Voilà, il n'a pas pris de vêtements de rechange, par contre il a laissé ses affaires de piscine dans sa chambre, mais il a pris un sac à dos, un sac qu'il a utilisé lorsqu'il faisait des recherches de pierres, parce qu'il collectionnait les pierres. Mais également, donc il y avait quelques euros dans ce sac et il part avec son téléphone portable. Mais ce qui est assez inquiétant, c'est que ce téléphone portable cesse toute activité à partir de 17h14, donc seulement quelques minutes après que le grand frère soit parti pour aller à l'entraînement. Malgré d'importantes recherches et plusieurs témoignages évoquant sa présence dans les heures qui suivent sa disparition, aucune trace de l'adolescent n'est retrouvée pendant plus de 6 ans. Ce n'est qu'en juin 2021 que des ossements, des vêtements, son sac à dos et son téléphone sont découverts sur un secteur particulièrement escarpé, situé à proximité d'une falaise qui est même visible depuis le domicile des Tronches et qui est seulement à moins d'1 kilomètre de là. Donc c'est quand même très frustrant pour les parents de savoir que depuis 6 ans, leur enfant était presque juste à côté, quoi. Les analyses ADN vont bien confirmer que les ossements appartiennent à Lucas et aujourd'hui encore, les circonstances du décès n'ont pas été établies. Ce dossier a brièvement été évoqué dans le cadre des investigations entourant Nordal Lelandais. En effet, en janvier 2018, alors que les enquêteurs réexaminent de nombreuses disparitions non élucidées, son nom apparaît parmi les pistes envisagée. Cette hypothèse repose notamment sur le fait que Lelandais connaissait bien le secteur de Bagnols-sur-Cèze,
où résidaient plusieurs membres de sa famille où il se rendait régulièrement. Cependant, quelques semaines plus tard, les enquêteurs écartent officiellement cette piste. En effet, l'analyse du bornage téléphonique de Nordal Lelandais le situerait en Isère au moment de la disparition de Lucas. Sur le papier, en effet, ça pourrait suffire à clore définitivement la question. Pourtant, lorsque l'on étudie d'autres dossiers dont je vais vous parler dans cette vidéo, notamment celui de Nordine Seguiri, on voit que Nordal Lelandais avait l'habitude de beaucoup voyager, de beaucoup se déplacer et qu'il pouvait très bien être, par exemple, en Isère le matin et très rapidement, dans l'après-midi, être dans le sud de la France. Donc, en plus de ça, quand on sait que y a des zones d'ombre dans son parcours puisqu'il utilisait apparemment des téléphones ou avec des puces prépayées. Pour moi, c'est normal qu'on puisse se poser des questions, mais en tout cas sans évidemment remettre en question la conclusion des enquêteurs. C'est simplement des éléments qui me continuent à me mettre un peu le doute et qui me permettent de conserver certaines interrogations entourant ce dossier en tout cas. D'autres aspects de l'affaire, évidemment, continue à attirer mon attention. Au cours de l'enquête de la disparition de Lucas, il y a plusieurs hypothèses qui ont été envisagées. On a évidemment parlé aussi de la mauvaise rencontre, ou du fait qu'il aurait pu rencontrer quelqu'un un peu de temps avant sa disparition, qu'il aurait pu avoir un rendez-vous dont il n'avait pas parlé à ses proches, à ses amis, et que ça aurait mal tourné. Potentiellement, ça aurait pu être avec un adulte ou quoi. En tout cas, on n'en sait rien, ça reste des hypothèses qui ont été envisagées à l'époque. Ce qui est un peu étrange, c'est quand même le fait que le portable de Lucas, alors que selon son grand frère, il était dessus toute l'après-midi quand ils étaient chez eux, soit éteint vraiment 4 minutes après que le grand frère, qui je crois s'appelle Valentin, parte de la maison. On ne sait pas si c'est intentionnel, on ne sait pas pourquoi. Il y a aussi plusieurs témoignages qui auraient vu Lucas à différents endroits, toujours vers le nord. Et il y en a, c'est des personnes qui connaissaient Lucas, donc on se dit que c'était des témoignages quand même assez intéressants. Donc juste après la disparition, on parle toujours du fait qu'il était seul à ce moment-là, mais il y a aussi le fait que les brigades cynophiles qui ont flairé les pistes de Lucas ont flairé une piste, donc toujours vers le nord, et une piste qu'on appelle fuyante. Alors par rapport à cette piste fuyante, moi ça m'interpelle, puisqu'une piste fuyante pourrait dire que la personne était assez rapide, marchait très rapidement, voire courait. Alors c'est pas ce que j'affirme ici, en tout cas c'est comme ça qu'on pourrait l'analyser. Et donc lorsqu'on rapproche ces éléments avec les éléments que j'ai évoqués dans la disparition de Loïc Guérin et surtout le témoignage laissé par un potentiel ami de Nordal Lelandais, qui le surnommait Nono, le fait qu'il aurait lancé ses chiens derrière cet individu bizarre et qu'ensuite il n'a plus jamais été revu, c'est vrai qu'il est difficile de ne pas remarquer des similitudes qu'on pourrait qualifier de troublantes. Puis il y a eu cette découverte du corps. En effet, la découverte du corps de Loïc se fait en bas d'une falaise, dans un milieu escarpé, et c'est exactement dans le même type de milieu qu'on retrouve les ossements de Lucas Tronche. Alors encore une fois, ce sont des ressemblances qui ne constituent absolument pas des preuves et qui ne permettent pas davantage d'établir un lien entre les deux affaires, mais je trouve qu'elles sont importantes ou intéressantes à mettre en lumière ici. Et puis lorsqu'on additionne ce que je viens de vous dire avec le fait que Nordal Lelandais connaissait très bien le secteur, puisqu'il y avait des personnes de sa famille qui habitaient à Bagnols-sur-Cèze, et il allait très souvent chez eux, d'ailleurs il se prenait en photo autour de la piscine chez eux, on peut se dire qu'il aurait pu, d'une manière ou d'une autre, effectivement, peut-être faire la connaissance de Lucas et lui donner rendez-vous le jour de sa disparition. Alors attention, encore une fois, il n'y a aucun lien direct qui a été prouvé entre Nordal Lelandais et Lucas Tronche, même la justice a mis cette hypothèse de côté. Et d'ailleurs, en janvier 2023, la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nîmes a rendu une ordonnance de non-lieu, mettant un terme aux investigations judiciaires concernant ce dossier. L'enquête n'a mis en évidence l'intervention d'aucun tiers, mais n'a pas davantage permis de déterminer avec certitude les circonstances du décès. Mais les magistrats avaient mis en exergue le fait que par rapport au lieu et à la configuration du terrain, il aurait pu tomber accidentellement. Donc on peut se poser plusieurs questions. Effectivement, est-ce que Lucas avait finalement décidé d'aller chercher des pierres dans cette zone qu'il connaissait bien? Il y avait même une information comme quoi il aurait pu essayer de se prendre en selfie qui serait tombé comme ça, mais là il n'y a aucune preuve évidemment. Est-ce qu'il aurait voulu mettre fin à ses jours?
Ou tout simplement, est-ce qu'il a fait la rencontre d'une mauvaise personne? Est-ce qu'il s'est fait poursuivre? Ou tout simplement avait-il un rendez-vous avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui a pu être à l'origine de son décès? Malheureusement, je doute aujourd'hui qu'on puisse avoir des réponses formelles à toutes ces questions. Le troisième dossier dont je voulais vous parler est celui de la disparition et de la mort de Nordine Seguiri. Nordine a 49 ans lorsqu'il disparaît le 10 juillet 2015. Originaire de la région parisienne, il passe alors des vacances en Savoie avec sa mère et son plus jeune fils. Sa mère effectue, comme chaque année, une cure thermale à Brides-les-Bains. Mais quelques jours après leur arrivée, Nordine souffre de douleurs, de fortes douleurs même, et il est hospitalisé au centre hospitalier de Chambéry pour une insuffisance rénale. C'est là qu'on arrive le 10 juillet 2015, après plusieurs jours d'hospitalisation. Il quitte l'établissement dans des circonstances qui restent aujourd'hui mal comprises. Une première fugue a eu lieu plus tôt dans la matinée. Il est retrouvé quelques heures plus tard près de la gare de Chambéry, puis il est ramené à l'hôpital. Puis il y a eu une seconde fugue et celle-là, malheureusement, elle sera définitive. Mais ce qui est fou, c'est que donc quand il part en habit, on va dire, d'hôpital, mais qu'il laisse toutes ses affaires, son portable, ses papiers, son argent dans la chambre d'hôpital. Donc à mon avis, il devait être complètement désorienté, impatient et souffrant avec cette insuffisance rénale. Et pendant plusieurs mois, sa mère, Ourida, va faire vraiment tout pour le retrouver. Elle va déclarer la disparition inquiétante de son fils, elle va entamer plusieurs recherches de son côté, mais elle, en tout cas, ce qu'elle déplore dès le départ, c'est que l'enquête n'a pas vraiment été menée de la meilleure des manières pour retrouver son fils. Elle explique que pourtant la disparition était très inquiétante parce qu'elle impliquait la situation d'un malade, qu'en plus de ça, au moment de la disparition, il faisait très très chaud, donc il fallait qu'il s'hydrate quand même assez souvent. En plus de ça, il avait une insuffisance rénale et en plus de ça, il était très certainement désorienté. Puis quelques mois après, donc en mars 2016, un crâne humain est découvert sur un terrain en friche situé à la Ravoire, dans la banlieue de Chambéry. D'autres ossements sont ensuite retrouvés dispersés. En juin 2016, les analyses confirment qu'il s'agit bien de Nordine Seguiri. L'enquête conclut alors à une mort naturelle, probablement favorisée par son état de santé et les conditions climatiques. Mais cette conclusion ne convaincra jamais complètement sa mère Ourida. En effet, plusieurs éléments continuent d'interroger. D'abord, le lieu de la découverte des ossements. En effet, c'est un terrain qui se situe derrière une entreprise qui n'a absolument rien à voir, mais ce terrain donne, la fin du terrain, là où le crâne a été retrouvé, donne aussi sur une autre entreprise. On en parlera juste après. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout que l'accès à ce terrain est assez compliqué. Alors, elle n'est pas impossible, mais je me souviens qu'avec la RPD, on était allé sur place, sur le terrain, et il y a quand même une voie ferrée d'un côté, de l'autre, il y a un cours d'eau, et donc pour arriver à cet endroit-là, faut quand même le faire. Mais, encore une fois, c'est pas totalement impossible. Et alors, vous savez, cette entreprise que je vous dis qui est vraiment située juste à côté de l'endroit où a été retrouvé le crâne, alors ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il y a bien un lien avec Nordal-Lelandais. En effet, la personne qui gérait cette entreprise, en tout cas à cette époque-là, connaissait très bien Nordal-Lelandais. Ils avaient d'ailleurs l'habitude de prendre le café dans l'entreprise, tous les deux. Plus étonnant encore, le soir de la disparition et du meurtre du caporal Arthur Noyer effectué par Nordal-Lelandais, ce dernier aurait dîné avec ce même dirigeant dans cette même entreprise. J'ai oublié de vous dire, et je me suis rendu compte de ça au montage, il se trouve en plus de ça que le lieu où le corps de Nordine Seguiri a été retrouvé se trouve à seulement 2 minutes du parking où Nordal-Lelandais a expliqué avoir une altercation avec le caporal Arthur Noyer, et il explique aussi que c'est à ce niveau-là qu'il l'aurait tué. Donc on a encore ici une coïncidence de lieu, d'une zone que connaissait très bien Nordal-Lelandais. Pour dire à quel point que vraiment il est un petit peu partout dans cette région et tout coïncide au niveau géographique. Et donc c'est tout naturel qu'on se pose la question sur la présence de Nordal-Lelandais, peut-être le jour de la disparition de Nordine Seguiri, qui serait tombé dessus, que voilà, le ton serait monté et qu'il aurait pu potentiellement, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de preuves, peut-être en venir aux mains.
Il faut également rappeler qu'une partie des demandes d'actes formulées par la famille de Nordine en 2022 concernait précisément l'emploi du temps de Nordahl Lelandais le 10 juillet 2015. Car ce jour-là, plusieurs éléments attestent de déplacements importants. En effet, le matin du 10 juillet, il se trouvait à Pont-de-Beauvoisin en Isère pour des démarches bancaires. Pont-de-Beauvoisin, c'est vraiment à côté du lieu où Nordine a été retrouvée. Et l'après-midi, on sait qu'il était dans le Gard, et plus précisément à Bagnols-sur-Cèze, puisque une photo sera retrouvée dans son téléphone, une photo retrouvée dans le téléphone de Lelandais, où il se trouve auprès de ses proches au bord d'une piscine. Ce point est particulièrement intéressant lorsqu'on se rappelle du lieu de la disparition de Lucas Tronche, donc à Bagnols-sur-Cèze, et également du fait que ça s'était déroulé seulement 4 mois avant la disparition de Nordine Seguiri. Rappelez-vous, je vous disais que dans l'affaire de Lucas Tronche, cette piste Lelandais avait été complètement écartée puisque son téléphone bornait en Isère, mais là on voit que, en tout cas, ce que je vous disais, il était capable d'être le matin en Isère, l'après-midi dans le Gard, et donc il était capable d'effectuer des centaines de kilomètres dans la même journée et de se retrouver quelques heures plus tard dans une autre région. Ça démontre évidemment pas une preuve d'implication dans l'affaire Lucas Tronche, mais ça montre que la présence de son téléphone à un endroit donné ne permet pas nécessairement de reconstituer l'intégralité de ses déplacements sur une journée entière. Enfin, un dernier élément mérite d'être souligné. Comme dans la disparition de Loïc Guérin, dans celle de Lucas Tronche, nous nous retrouvons face à un dossier dans lequel la découverte du corps ne permet pas de comprendre avec certitude ce qu'il s'est passé. Par exemple, aucune datation précise du décès n'a pu être établie, certains ossements importants n'ont jamais été retrouvés, et plusieurs questions soulevées par la famille demeurent encore aujourd'hui sans réponse. Je rappelle quand même qu'aucun élément n'a permis d'impliquer judiciairement Nordahl Lelandais dans le dossier de Nordine Seguiri. Mais parmi les nombreux dossiers examinés dans le cadre de la cellule Ariane, celui-ci reste sans doute l'un de ceux où les interrogations sont les plus nombreuses et où plusieurs vérifications complémentaires ont été demandées afin de mieux comprendre ce qui est réellement arrivé à Nordine. Je vous l'ai rapidement dit, mais on était allé sur place avec Bernard Valézy, qui est devenu entre-temps président de la RPD, avec Ourida, la mère de Nordine, qui également est devenue membre de la RPD. On s'est rendu compte de la réalité du terrain. On a rencontré la personne aussi qui a retrouvé les ossements de Nordine, où il les a retrouvés. Puis on a pu voir que tous ces noms, la Pont-de-Beauvoisin, la Ravière, tout ça qui résonne un petit peu dans la tête de ceux qui connaissent le parcours criminel de Nordahl Lelandais, tout était au même endroit. Donc on a l'impression, par exemple, que les ossements, ils étaient vraiment juste à côté de cette entreprise tenue à l'époque par un ami de Nordahl Lelandais, avec qui il a dîné le soir de la disparition du caporal Arthur Noyer. C'est vraiment tout petit et on peut se dire que tout le monde se connaissait et que lui devait connaître effectivement tous les lieux et tous les moyens pour accéder à certains endroits. Malheureusement, aujourd'hui, en 2026, la justice n'a pas pu apporter de réponse aux questions que la famille se pose depuis maintenant plusieurs années concernant cette mort inexpliquée. Le dernier dossier que je voulais aborder dans cette vidéo, la disparition puis la mort de Thomas Rochkolb. Parmi les 4 affaires que j'évoque aujourd'hui, c'est probablement celle qui présente le plus de similitudes avec plusieurs éléments retrouvés dans le parcours criminel de Nordahl Lelandais. Le 26 décembre 2015, Thomas Rochkolb a 18 ans. Originaire d'Alsace, il passe les fêtes de fin d'année chez son père à Grésy-sur-Aix, en Savoie. Ce soir-là, il obtient l'autorisation de sortir avec des amis dans une discothèque de la commune, le Studio 54. Au cours de la soirée, Thomas consomme de l'alcool et son état commence à attirer l'attention du personnel de sécurité de l'établissement qui l'invite gentiment à se diriger vers la sortie. Donc lui, à ce moment-là, il est clairement mis dehors, mais il va dire à ses amis, écoutez,
je reste dehors, je vous attends. Donc ses amis ressortent un petit peu plus tard, se rendent compte que Thomas n'est pas dehors comme il l'avait dit auparavant, et ils sont pas plus inquiets que ça, puisqu'ils se disent il a dû rentrer chez lui à pied, et puis c'est vrai qu'il habite vraiment pas très loin, en tout cas chez son père. Malheureusement, évidemment, son père se réveille le lendemain, se rend compte de l'absence de son fils, contacte ses amis, personne ne l'a vu, et tout de suite c'est l'inquiétude, il déclare la disparition de Thomas. Ce n'est que quelques heures plus tard, malheureusement, que le corps sans vie du jeune homme sera retrouvé, quand même assez proche du studio 54, vraiment pas très loin, sur les berges du Cier-Rose, au pied d'un escarpement rocheux d'environ 15 mètres de hauteur, et c'est situé à peu près d'1,5 km de son domicile. Évidemment, très rapidement, que se disent les enquêteurs? Ils vont se dire, le jeune il avait trop bu, voilà, il est tombé, il a zigzagué, il est tombé et malheureusement il a fait une chute mortelle. Mais vous allez voir, dans ce cas-là, c'est bien plus complexe. Comme les enquêteurs sont arrivés rapidement à cette conclusion, l'affaire est rapidement classée. Pourtant, plusieurs éléments vont faire que les proches et surtout le père de Thomas vont commencer à avoir des soupçons sur l'intervention potentielle d'une tierce personne dans cette affaire. Effectivement, il se trouve qu'il y a plusieurs éléments assez étranges qui vont être relevés, notamment lorsqu'on retrouve le corps de Thomas, il n'a qu'une seule chaussure, l'autre chaussure est retrouvée en hauteur. Également, sa ceinture est-elle découverte accrochée au sommet d'un grillage bordant une propriété privée. Pour atteindre cet endroit, il aurait fallu franchir plusieurs obstacles successifs, notamment une palissade puis une grille de protection. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu que Thomas franchisse plusieurs grilles et traverse une propriété privée avant de tomber dans un endroit où il avait vraiment pas beaucoup accès, alors qu'il aurait pu tomber bien avant et ailleurs. Donc c'est vrai que ça interpelle. Mais ce qui interpelle le plus, c'est que ce n'était pas du tout la direction du domicile de son père. C'est carrément à l'opposé. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Est-ce qu'il était tellement intoxiqué à l'alcool qu'il a été désorienté? C'est possible, mais pas au point d'être en capacité de sauter 2 barrières et d'aller dans de la végétation et de tomber derrière d'un escarpement rocheux. J'avoue que c'est un peu complexe à comprendre. Et on peut donc se demander quelque chose, hormis cette désorientation, est-ce que quelqu'un ne l'aurait pas poussé à aller dans cette direction, ou est-ce qu'il n'était pas poursuivi? Et donc avec tous ces éléments, la famille de Thomas va de plus en plus contester la thèse accidentelle. Et en 2018, après l'arrestation et les aveux de Nordal Lelandais dans les affaires du caporal Arthur Noyer et de Maëlys, le dossier de Thomas fait partie de ceux retenus par la cellule Ariane. Les enquêteurs vont donc s'intéresser à plusieurs similitudes. D'abord, le profil de la victime. Comme Arthur Noyer, Thomas est un jeune homme seul au moment des faits qui sort de soirée. Son corps est retrouvé en contrebas d'un relief escarpé dans le secteur savoyard fréquenté par Nordal Lelandais. Et d'ailleurs, on a une photographie que je vous mets à l'écran ici qui date, elle, par contre, de 2012. Donc ce n'est pas du tout concordant au niveau du temps. Mais regardez, c'est quand même très concordant au niveau du lieu. On y voit Lelandais avec quelqu'un à sa gauche dans cette même discothèque, le Studio 54. Donc cette image ne prouve évidemment rien concernant la mort de Thomas, mais elle établit au minimum que Lelandais connaissait parfaitement les lieux et fréquentait cet établissement plusieurs années avant les faits. Puis on a aussi une ancienne compagne de Nordal Lelandais qui s'est exprimée et qui a mis en lumière l'état d'esprit de Nordal Lelandais juste avant que ce jeune homme soit retrouvé sans vie. Je vous laisse avec ses propos. Il y en a en tout cas une qui m'a interpellée, c'est celle de Thomas Rochekolb, en décembre 2015, où ce jeune a été retrouvé mort. Et en fait, je vais me souvenir qu'on a eu une violente séparation d'1 mois à peu près. Ça a été très violent pour lui, il est très en colère contre moi. Il y a des similitudes avec l'état de frustration et de colère qu'il avait juste avant l'assassinat d'Arthur Noyer. Alors là aussi, il ne s'agit que d'un témoignage, ce n'est pas une preuve concrète. Mais ces différents éléments ont suffi à convaincre la justice de rouvrir le dossier, de rouvrir l'enquête. En 2021, donc, le corps de Thomas est exhumé afin de réaliser des examens complémentaires qui n'avaient jamais été effectués lors de la découverte du corps.
Les résultats confirment que les fractures observées sont compatibles avec une chute. Bon, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une chute, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une tierce personne qui est impliquée. Parce que, en plus de ça, il y a certaines interrogations qui demeurent dans ce dossier. En effet, il y a certaines blessures observées qui n'ont pas trouvé d'explication. Il y a aussi la position du corps de Thomas lorsqu'il est retrouvé, qui pose question. Et surtout, le père de Thomas a pu observer, malheureusement après le décès de son fils, que sur ses mains, il y avait comme des griffures, qu'il estime être des griffures d'animaux. C'est un détail qui peut paraître anodin, mais lorsqu'on compare donc les éléments de ce dossier avec tout ce que je vous ai expliqué juste avant, on peut se poser la question: est-ce que par hasard, ces griffures auraient pu être l'œuvre d'un chien? Et pourquoi pas donc un chien appartenant à Nordal Langdet? Est-ce que Thomas s'est senti en danger? Est-ce qu'il a couru pour fuir un chien? C'est pour ça qu'il aurait sauté donc plusieurs barrières avant de tomber malheureusement. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas à ce jour écarter. Alors je précise à ce jour qu'aucun élément ne vient affirmer que ces griffures observées auraient pu être des griffures de chien, ça se trouve c'est un autre animal, et aussi qu'on n'a encore aucun lien concret, en tout cas j'en ai pas à ma possession, qui prouverait l'intervention de Lelandais dans la disparition et la mort du jeune Thomas Rochkolb. Enfin, un dernier élément mérite d'être mentionné ici. Pendant plusieurs années, j'ai pas voulu en parler, puisque il m'avait été dit que ça sortirait dans la presse. Ce n'est jamais sorti, mais il m'a été confié lors de mes propres recherches d'une source très sûre que Nordal Lelandais aurait pu se trouver sur les lieux le jour de la disparition de Thomas. Quand je dis sur les lieux, donc à Grésy-sur-Aix. Et c'était une information qui devait sortir, qui finalement n'est jamais sortie et donc officiellement qui n'a jamais été évoquée. Donc je prends des pincettes et j'utilise le conditionnel, mais je ne peux pas trop vous en dire plus puisque évidemment je protège la personne qui m'en a parlé et puisque c'est une information qui aujourd'hui n'est jamais ressortie, je ne sais pas si elle vaut quelque chose. Mais en tout cas, elle mérite d'être mentionnée dans le cadre de cette réflexion. Mais imaginons que cette information se révèle être exacte, il y aurait quand même beaucoup d'éléments qui ferait penser à une potentielle intervention de Lelandais dans cette affaire, qui deviendrait donc du coup criminelle. Mais encore une fois, je prends des pincettes, il n'y a rien aujourd'hui qui relie ce dossier à Nordal Lelandais. Et malheureusement, il y a encore de nombreuses questions que les proches du jeune homme se posent à ce jour. Est-ce qu'il a vraiment été désorienté? Est-ce que de lui-même, il se serait rendu dans cet endroit isolé et serait tombé en traversant plusieurs grillages et propriétés privées? Ou est-ce qu'il serait tombé sur une tierce personne? Est-ce que cette tierce personne serait Nordal Lelandais? Est-ce qu'il s'est fait courser par des chiens? À ce jour, on ne peut rien affirmer. Aujourd'hui, Nordal Lelandais purge sa peine à la maison centrale d'Ensisheim, dans le Haut-Rhin. Depuis septembre 2022, celui qui se fait désormais appeler Nordal Periné, en utilisant le nom de jeune fille de sa mère, vit loin des médias et de l'attention qui a entouré ses procès. Pour la justice, il a été reconnu coupable du meurtre du caporal Arthur Noyer et de l'enlèvement suivi du meurtre de Maëlys. Mais pour les enquêteurs, et pour nous, certaines questions demeurent encore. C'est d'ailleurs pour cette raison que le pôle des crimes sériels ou non élucidés de Nanterre, plus connu sous le nom du pôle Cold Case, s'intéresse depuis sa création au parcours criminel de l'ancien maître chien. Son objectif est simple, déterminer si d'autres affaires pourraient être reliées à Nordal Lelandais et identifier d'éventuelles victimes qui n'auraient jamais été retrouvées ou pour lesquelles la vérité n'aurait jamais été établi. À ce jour, aucun élément ne permet de relier formellement Nordal Lelandais au dossier de Loïc Guérin, Lucas Tronche, Nordine Seguiri ou encore Thomas Rochkolb. Mais ces affaires ont un point commun, elles continuent, malgré le temps qui passe, de soulever de nombreuses questions auxquelles personne n'a de réponse aujourd'hui avec certitude. Est-ce que Lelandais était impliqué dans l'un de ces dossiers? Ou alors
il n'est vraiment impliqué dans aucun de ceux que je viens de vous énoncer. Il est impliqué dans plusieurs de ces dossiers. Aujourd'hui, rien ne peut l'affirmer. Mais avec tout ce que je viens de vous énoncer, toutes les questions qui se sont posées autour de lui, toutes les interrogations qu'on a encore à ce jour sur plusieurs dossiers et toutes les zones d'ombre sur son parcours à lui, et le fait qu'on se dit c'est pas possible que ce gars-là soit aussi dangereux, qu'il ait tué 2 personnes, 2 profils totalement différents en l'espace de quelques mois, mais qu'avant ou après, il n'ait rien fait jusqu'à son arrestation. C'est vrai que quand on y réfléchit, ça paraît assez peu probable. Et c'est pour ça qu'on réfléchit toujours et encore quelles auraient pu être les autres victimes, si tant est qu'il y en ait, de Nordal Lelandais. Et la question qu'on se pose finalement, c'est si d'autres victimes existent, est-ce que la justice finira un jour par les identifier et les relier à Nordal Lelandais? Peut-être que les enquêtes en cours permettront un jour d'apporter de nouvelles réponses. Peut-être aussi que certaines familles devront encore attendre de connaître la vérité. Quoi qu'il en soit, derrière chacun de ces dossiers, il y a des proches qui continuent de vivre avec l'absence, les doutes et les questions laissées sans réponse. C'est donc pour eux qu'il est important de continuer de parler de ces affaires, de leurs proches disparus ou décédés. Parce qu'un dossier oublié est souvent aussi un dossier qui n'avance plus, et parce que tant qu'il reste des questions, il reste aussi de l'espoir. L'espoir qu'un jour, toutes ces familles obtiennent enfin les réponses qu'elles attendent depuis toutes ces années maintenant. Potentiellement relié à Nordal Lelandais. Dites-moi si ça vous intéresse ce type de vidéo. C'est quand même pas mal de travail, mais je trouve que c'est intéressant de continuer d'en parler parce qu'il y a eu un grand engouement en 2018, 2019 et rapidement aussi pendant les procès autour de cet individu. Cet engouement à l'époque a pu un petit peu raviver la mémoire de certains, en tout cas aussi mettre en lumière des dossiers qui avaient été complètement abandonnés et mis de côté à une époque. Il y a même eu des excuses de certains magistrats concernant des dossiers qu'ils avaient complètement occultés en disant on est désolé, on n'a vraiment rien fait à l'époque. Et c'est aussi pour ça que c'est important de continuer d'en parler, puisque peut-être qu'un jour quelqu'un va dire mais moi j'ai cette information. En tout cas, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura appris des choses. Nous, on se retrouve sur toutes mes autres plateformes. Donc on a 2 autres chaînes YouTube, les coulisses de Marine B, également les replays de mes lives sur Twitch. On a en effet une fois par semaine des lives Twitch que je réalise, donc sur Twitch. On a aussi ces vidéos qui sont disponibles sous format podcast sur Spotify. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur X, sur LinkedIn. En fait, je suis un peu partout, sauf sur TikTok. Et donc, n'hésitez pas à me suivre un petit peu partout. Vous avez tous mes réseaux sociaux en barre de description de toutes mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.